Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue Bonsoir. sur EMD Média, où on revient pour une enquête et une émission spéciale ce soir qui démarre tout juste à l'instant, 21h. Une émission qu'on vous a annoncée depuis déjà 2-3 jours maintenant. Dont on voulait absolument vous parler. Alors pourquoi on voulait vous en parler? Tout simplement parce que cette enquête, nous l'avons démarrée en recevant Gwen, la personne qui est juste à côté de moi à l'écran. Nous l'avons reçue sur un autre média il y a maintenant presque un an. Et nous avons tout au fil de l'année continué à suivre et à vous raconter ce qui se passait sur cette affaire. Alors, cette enquête, nous l'avons appelée comme s'appelle le combat de Gwen et de son avocat que nous allons recevoir tout à l'heure, Maître Philippe Devel, Justice pour Denis. Alors, pour vous expliquer, avant de vous représenter Gwen, c'est passé le 24 juin 2019. Alors, si je tourne un peu la tête, rassurez-vous, c'est juste parce que j'ai un deuxième écran qui se trouve à côté. Le 24 juin 2019, à la sortie du CFA d'Okaluk, Denis Gauthier, puisqu'il s'agit bien de Denis, 16 ans, est tombé sous le coup d'un autre jeune apprenti et il est décédé 3 jours plus tard. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Vous en avez bien évidemment entendu parler dans la presse régionale, en télévision aussi. Alors, Denis, il aurait eu 17 ans. En août 2019, il était apprenti boulanger à Saint-Cad-le-Guildo, dans les Côtes-d'Armor, bien sûr, chez nous. Il devait achever sa formation au CFA d'Okaluk, près de Dinan. Il n'aura pas eu le temps, puisque ce 24 juin 2019, à la sortie des cours, il est tombé inerte sous les coups d'un autre élève. Après 3 jours de coma, Denis est décédé le 26 juin au soir au CHU de Rennes. Voilà l'histoire résumée en quelques mots. On ne peut pas résumer cette histoire en quelques mots. C'est pour ça qu'on voulait absolument recevoir Gwenaëlle, qui est avec nous. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir Ben. Bonsoir Philippe Devel. Comment ça va Gwen? Toujours difficile, mais comment ça va? Disons que j'essaye d'avancer, mais c'est toujours aussi dur, c'est comme au premier jour. On imagine bien. C'est un grand vide. Et ton avocat, Gwenaëlle, Maître Philippe Devel, qui est présent avec nous, qui nous fait la gentillesse d'être présent, d'avoir pris du temps ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ben, bonsoir Gwenaëlle. Merci de votre accueil. C'est très gentil d'ouvrir ce post, enfin ce live pour la mémoire de Denis, et puis donner la parole à Gwen qui a certainement beaucoup de choses à dire, et j'interviendrai évidemment par la suite. Mais c'est très gentil parce que c'est une affaire, on dit toujours qu'on ne doit pas avoir de centre d'affect dans une affaire, mais c'est quand même un dossier qui me tient à cœur parce que Gwenaëlle est une personne très courageuse, très, très solide, qui aurait pu la détruire et qui, à mon avis, qui l'a affectée au plus profond d'elle-même, mais qui montre cette dignité, cette force pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Gwen, j'ai tenté de faire un résumé, mais j'aimerais que tu reviennes sur ce qui s'est passé et puis surtout sur ta présence à toi, déjà ce soir. Et puis, comme le disait à l'instant Maître Devel, on reviendra ensuite sur des choses peut-être un peu plus précises et techniques. Je t'écoute, Gwen, sur tout ce qui s'est passé. Comme tu l'as très bien dit, Denis avait 16 ans et il était apprenti au CFA d'Okaluk. Et il a été agressé à son CFA à la sortie. Un jeune homme l'a appelé et l'a frappé par derrière au niveau de la tête. Mon fils est tombé une première fois, puis il s'est relevé. Il a repris ses affaires pour partir et ce jeune homme a continué. Il l'a frappé une deuxième fois et ensuite il s'est mis dessus, à le taper dans la poitrine et à la tête, jusqu'à qu'il fasse un arrêt cardiaque. Quand il a vu que mon fils ne se réveillait pas, il l'a jeté contre le trottoir et il est parti, il s'est sauvé. Le calvaire de mon fils a duré plus de 8 minutes. Il y avait 22 témoins qui étaient sur place. Et ce sont des gens de l'extérieur qui ont appelé les secours,
qui passait en voiture. Les pompiers sont arrivés, ils ont emmené mon fils. Il a fait un second arrêt cardiaque dans le camion. Ils l'ont emmené à Pontchaillou. Moi, je n'étais pas au courant. C'est passé à 17h20 et on m'a prévenu, la gendarmerie est venue chez moi à 19h. Donc, je n'ai pas su, on ne m'a pas appelé pour me dire que mon fils partait à l'hôpital. Quand je suis arrivée à 20h30, 21h, parce que j'avais ma garde SAMU à faire, il fallait que j'attende mon patron, le camion n'était toujours pas arrivé. Comme il roulait très lentement, le médecin qui m'a accueilli m'a dit qu'on avait tiré mon fils par les cheveux parce qu'il avait des cheveux d'arraché, qu'on l'avait tiré sur plusieurs mètres et qu'on avait joué au foot avec sa tête. Et je suis restée les 2 nuits auprès de mon fils et les 2 jours, jusqu'à que un médecin chirurgien vienne me dire qu'il y avait 3 lésions irréversibles et qu'il fallait laisser partir mon garçon. Alors, j'ai accepté de le laisser partir. Et, ouais, je sais que de parler de ce moment, c'est toujours difficile, mais j'aimerais qu'on reparle très tranquillement aussi de ce qui s'est passé avant, parce que moi, j'ai ce souci aussi de tout ce qui a pu se passer avant, parce qu'il y a eu quand même une forme de harcèlement au préalable de cette journée du 24 juin 2019. Et là, il n'y a pas eu grand-chose. Enfin, personne n'a bougé finalement. Oui, 3 semaines avant son agression, j'avais été au commissariat de police de Matignon, à côté de chez moi, pour porter plainte, parce que mon fils avait été poursuivi par des jeunes ce jour-là, une dizaine de jeunes. Il m'a appelé au secours, moi j'étais au travail, je suis arrivée en voiture le chercher, il était caché chez une dame. Il m'a montré son téléphone portable et il avait des menaces de mort sur son téléphone portable. Donc je l'ai emmené au commissariat de police, il a porté plainte. Sa demande, c'était de se réunir avec ces jeunes-là au commissariat pour les mettre face à face et qu'ils puissent sortir tranquillement sans avoir peur. Parce qu'apparemment, ça faisait 2 mois qu'il était harcelé, il ne me le disait pas. Donc les gendarmes ont pris la plainte. Il y en a un qui m'a dit que ce n'était qu'une histoire de gamin, mais qui prenait la plainte quand même et qu'il allait nous contacter si on faisait une réunion entre les jeunes. Je n'ai eu aucun contact de la gendarmerie. Et 3 semaines après, mon fils a été tué. Et ce qui est quand même fou. Enfin, voilà, c'est des choses malheureusement qu'on entend peut-être trop souvent. Alors c'est pas toujours le cas. Il faut dire ce qu'il y a. On ne peut pas non plus jeter la pierre dans ce cas-là, mais ça arrive finalement trop souvent. Alors, je vais vous demander, parce qu'on va continuer à parler, et bien évidemment, de cette affaire, de partager, parce qu'il va y avoir des choses importantes qu'il faut dire. Partager cette vidéo, il faut vraiment que cette vidéo fasse le tour de la toile, absolument, et qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé et qu'on sache pourquoi Gwen est avec nous là ce soir. Gwen, depuis après le décès de Denis, tu as mis en place certaines choses et il y a des actions qui ont été menées. Alors, mes amis ont organisé une marche blanche quelques jours après la mort de mon fils, en son honneur. Donc, c'était devant le CFA d'Okalok, où on était 200 ou 300 personnes, je ne sais plus. Ensuite, on s'est réunis au tribunal de Saint-Malo le 26 octobre pour dénoncer la justice, parce que à l'hôpital, quand mon fils est arrivé, ils ont découvert un anévrisme à l'arrière de la tête. Et quand on a vu la juge au mois de juillet, elle a mis la mort de mon fils sur le compte de l'anévrisme et non sur les coups qu'il avait pris. Alors, avec mon avocat, on avait demandé une contre-expertise qu'on a reçue en février. Et en février, ils écartaient l'anévrisme. Donc, normalement, on aurait pu inculper ce jeune homme autrement que de violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, car aujourd'hui, ce sont les faits qui sont qualifiés de la sorte. Mais dernièrement, on a reçu, ça fait à peu près un mois, on a reçu une autre demande d'expertise de la part de la partie adverse
voulant que les faits restent qualifiés tels quels et que, enfin, Maître Deveul en parlera mieux que moi. Je ne connais pas trop les termes, mais voilà, ils veulent pas qu'il soit inculpé aux assises. Donc, pour le moment, c'est toujours en correction. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? C'est les derniers événements. Qu'est-ce qui il y a eu dernièrement, on a refait une marche blanche. On a refait une marche blanche le 27 juin à Dinan, où là, j'ai parlé de mon fils. J'ai parlé à la gendarmerie en leur disant que, et aux policiers, si des jeunes venaient porter plainte, il fallait qu'ils prennent en compte ces plaintes-là et que ce soit du sérieux, qu'ils fassent l'enquête, qu'il n'y ait pas un autre mort, qu'il n'y ait pas un autre drame. Et ensuite, j'ai raconté ce qui s'était passé depuis le début aux gens, pour ceux qui ne connaissaient pas, toute l'histoire. Et j'ai chanté une chanson pour mon fils parce que je lui avais promis pour ses 18 ans. Et comme il aura eu normalement 18 ans, là, le 21 août, ben, je voulais lui chanter. Au niveau justice, ça se passe comment, Gwen? On en est où là? Eh ben, pour l'instant, on attend les résultats de l'expertise qui a été demandée par la partie adverse. Il n'y a plus d'enquête. Voilà, on est en attente. D'accord. Moi, je voulais soutenir aussi quelque chose dont on a parlé, Gwen. C'est une cagnotte. Est-ce que tu peux me parler de cette cagnotte? Et on va vous mettre bien évidemment le lien de cette cagnotte sur EMD Média. Alors oui, on a ouvert une cagnotte parce que les frais de justice vont être très élevés. Normalement, ça va durer très longtemps. Il faut compter de 4 à 5 ans pour avoir un résultat au niveau de la justice. Et ce qui va nous faire des frais vraiment très, très élevés. Mon avocat dira mieux que moi, Maître Deveul, mais ça peut monter jusqu'à 30 000, 40 000 euros de frais. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'on a créé 2 cagnottes, une PayPal et une Litchi. Si les gens veulent soutenir la cause et qu'il y ait justice et que ce jeune est en prison. Je mettrai donc les 2 cagnottes sur la page EMD Média, vous allez pouvoir les retrouver. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à EMD Média, ce qui vous permettra de retrouver les informations tout au long de ce qui se passe de Justice pour Denis, puisqu'on vous fera suivre des informations de toute manière. Maître Deveul, il y a quand même une question qui est… Moi, j'ai un peu de mal parfois avec cette idée de justice, parce que finalement, là, on se dit que c'est presque trop simple, finalement. C'est presque simple, cette affaire-là, et que il y a peut-être un assassin, attention, je mets bien des parenthèses, il y a peut-être un assassin qui est dehors, et finalement, la justice, ce serait qu'il soit derrière les barreaux. En effet, cette question qu'on traite ce soir est une question grave. C'est une question qui concerne pas seulement que Gwenaëlle, mais qui concerne beaucoup de parents qui sont confrontés à la violence dans un monde adolescent qui est de plus en plus violent. Et on voit très bien la société, ce qui est devenu la société aujourd'hui. On vit dans l'angoisse. Hein. On a eu différents assassinats, meurtres ces derniers temps qui ont défrayé la chronique, qui sont dramatiques, qui sont écœurants, parce qu'elles concernaient des personnes tout à fait innocentes et paisibles qui ont été fauchées par des morts atroces, de tabassage sur son lieu de travail dans un tram pour Philippe à Bayonne, je pense à Axel qui a été traîné sur 800 mètres. Alors, 800 mètres, prenez votre voiture et voyez ce que ça fait déjà 100 mètres, puis 200. Et vous allez comprendre ce que c'est 800 mètres. C'est épouvantable. Et puis, on ne peut pas, je veux dire, en disant on ne peut pas faire attention, on ne peut pas savoir, mais mettez simplement un sac de 30 kilos entre la portière dehors et traînez-le sur déjà 200 mètres, vous allez voir le boucan que ça fait. Donc, c'est des choses… mais je ne veux pas faire l'amalgame entre toutes les violences. Ce qui nous touche ce soir, c'est la violence entre les jeunes et la crédibilité des menaces qui sont parfois écartées
par les forces de l'ordre, hein, par les fonctionnaires des forces de l'ordre, et pire encore, le parquet qui a accès aux plaintes et qui donne une suite ou pas à la plainte. Et en le cas d'espèce, pour Denis, il y a eu des menaces concrètes et une absence de la justice sur justement la prospérité de cette plainte. Et puis arrive le cas de l'enquête, l'horreur de cette fin de mois de juin et le décès de Denis consécutif à cette agression, parce qu'on ne peut même pas parler de bagarre. Denis a été agressé, on lui a sauté dessus carrément, et il s'est écroulé. Il n'est pas mort sur le coup, puisque son cœur battait et qu'il était à l'hôpital pendant quelques jours avant qu'on déclare son état de vie terminé. Et la décision courageuse de Gwenaël d'en finir, parce qu'on aurait pu encore le maintenir dans ce coma, mais qui était irréversible puisque le cerveau était touché. La question qui se pose, et surtout ça concerne les gens qui nous regardent, parce que nous sommes dans l'affaire, nous sommes dans le dossier, Gwenaël est dans le chagrin, dans la lutte, et moi je suis dans le combat judiciaire. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, et ce n'est pas un accident de voiture qui est arrivé, c'est vraiment l'acte de violence gratuit qui donne la mort. Et la qualification qu'on a dans ce dossier, c'est-à-dire des simples violences avec 8 jours d'ITT, je vous invite à aller sur la tombe de Denis à 5A, qui n'a même pas une dalle décente, digne, parce que Gwenaël n'a pas les moyens de le faire. Jusqu'à présent, j'ai pris ce dossier à titre gratuit, pas parce que je ne veux pas être payé sur ce dossier, c'est parce que j'ai eu beaucoup de compassion dans cette affaire et que j'ai senti que je pouvais apporter une aide réconfortante pour Gwenaël dans cette affaire. J'ai regardé la protection juridique dont bénéficie Gwenaël, qui est ridicule puisqu'elle propose à peu près, pour ce genre d'affaires, qui est même pas... on ne peut même pas qualifier pour une cour d'assises, on est simplement dans le tribunal judiciaire, hein, le tribunal correctionnel, une enveloppe de 1 500 euros, le plafond, quoi. Or, 1 500 euros, ça couvre aucun frais jusqu'à présent que j'ai pu, tous les actes que j'ai pu faire. Je veux dire, c'est pas de la, on ne quémande pas, mais c'est de se rendre compte de la réalité et de la dureté de ce dossier. Parce qu'il va certainement y avoir des contre-expertises s'il le faut. Il va falloir que l'on s'entoure d'experts, que l'on communique sur cette affaire. Combien même on dit qu'il y a le secret d'instruction, certes, mais il ne doit pas y avoir le silence sur un scandale, car l'affaire de Gwenaël est un véritable scandale. C'est un déni de la réalité de la qualification des faits. Ce n'est pas parce que Denis aurait eu un anévrisme au cerveau qu'il en est mort. C'est les coups qui lui ont été assénés qui a provoqué cette rupture d'anévrisme. Parce qu'on peut vivre jusqu'à 80 ans avec un anévrisme dans la tête et mourir d'une crise cardiaque qui n'a rien à voir avec l'anévrisme. Il ne faut pas prendre les gens pour plus idiots. Ces 2 poids, 2 mesures sont insupportables. Et je me pose la question à savoir si Gwenaël est ambulancière, c'est une femme qui est toute seule au foyer, elle a un 2e fils, elle s'est toujours occupée de ses enfants toute seule, parce que justement, Gwenaël a un métier difficile, qu'elle n'est pas issue du côté notable de la société, qu'on doit l'écarter, lui offrir une justice au rabais. C'est insupportable. Si vous voulez, c'est tout le sel qui m'a poussé à faire ce métier pour combattre de telles injustices. Et j'aimerais dire à ce titre, évidemment, qu'elle met une cagnotte en ligne. C'est pas simplement pour quémander de l'argent, c'est pour lui donner les moyens de se défendre dignement dans une affaire qui se présente très difficile. Aussi, je pense que les gens qui nous regardent doivent se mobiliser et sortir d'une torpeur et d'un égoïsme qui peut parfois paraître naturel. Mais là, non, il faut vraiment se mobiliser. Et c'est ce qui me choque la plupart du temps, de voir que les gens écoutent,
Les gens disent, ah bah, c'est triste, c'est moche, etc. Oui, mais il faut manifester votre soutien auprès de Gwenaëlle. Un soutien physique, pas que pécuniaire. Il faut que les gens la soutiennent. Si prochainement, il y aura une autre marche blanche, venez beaucoup plus nombreux. On n'était pas assez nombreux pour un drame pareil, pour une femme qui souffre, pour une femme, une fille de la région de Bretagne. Je veux dire, je pense que les Bretons ont montré beaucoup de courage dans différentes luttes et que c'est le moment de l'aider et de la soutenir. Mettez-vous une seconde à sa place. Tous ceux qui ont des enfants, des adolescents de 16 à 18 ans, imaginez que vous ayez le coup de téléphone qu'a reçu Gwenaëlle, qu'on lui dit bah, votre fils est dans le coma à l'hôpital. Mettez-vous une seconde à sa place. Imaginez la souffrance qu'elle peut avoir lorsqu'on minimise les faits pour lesquels son fils est décédé. Pour moi, ce ne sont pas des violences, de simples violences ayant entraîné 8 jours d'ITT. Je ne veux pas non plus accabler l'auteur des faits, qui est responsable de ces actes. Ce que je veux, c'est une justice, un ordre juste. Parce que tous ces discours de politiciens qui vous font des effets d'annonce en disant on va changer les choses, on arrive, etc. Pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre aux yeux. Si vous vraiment vous voulez changer les choses, les gens qui nous regardent, c'est à vous de nous soutenir, de soutenir Gwenaëlle, d'être à ses côtés, de vous mobiliser le jour où elle fera une autre marche blanche. Parce que c'est, je pense, c'est une marche blanche du cœur, une marche blanche aussi qui pourra montrer votre détermination face à l'injustice dans ce pays, qui est de plus en plus lourde. On fait beaucoup pour les prisonniers, les détenus. Je ne veux pas rentrer dans la polémique politique, mais quand on a un ministre de la justice qui court, son premier acte, c'est aller dans les prisons où il est acclamé par les détenus, et pas un mot ou pas une visite pour les victimes de terrorisme que je défends aussi. Ben, ça me révolte. Ça me révolte parce que les victimes, elles ont perdu quoi? Elles ont perdu, celles qui ne peuvent pas être là, qui ont perdu la vie, d'autres ont reçu des balles. Et ces gens-là ont fait, alors évidemment, après chaque attentat, on fait des commémorations avec des bougies, avec des petits nounours, avec des petits cœurs. C'est gentil tout ça, mais sachez que ces victimes, une fois que la petite commémoration, que les caméras de télévision sont venues et sont parties, les victimes se retrouvent toutes seules avec leur malheur. Et ça dure des années. Il y a eu des victimes du Bataclan qui se sont suicidées. Je défends des victimes du Bardo qui sont à bout de souffle, qui se sentent complètement abandonnées. Et il y a de quoi, parce qu'elles sont abandonnées. Elles prennent des avocats pour les défendre, pour les aider, mais le travail qu'on doit faire sur ces dossiers est considérable, ne correspond pas du tout à ce qu'on pourrait avoir comme honoraire. Et d'ailleurs, à chaque fois, je demande à ce que les assurances payent pour les victimes, parce qu'elles sont déjà victimes, elles ne vont pas être victimes une deuxième fois à payer un avocat. Donc, moi, j'en appelle à la solidarité, au cœur. Essayez d'aider, d'entourer Gwenaëlle, elle le mérite. Et c'est une juste cause. Parce que moi, je ne demande pas, je ne suis pas un justicier qui demanderait une punition exemplaire. Non, je veux la punition juste pour montrer que la violence n'a pas lieu, ne doit pas exister dans les centres de formation, dans les écoles, que ce n'est pas parce qu'on va donner un coup à un camarade ou un collègue ou quelqu'un qui fait des études qu'on est un homme. Non, on est un homme comme on assume ses responsabilités. Et moi, j'en ai assez de cette violence. Et je me mets à la place de ces parents qui sont angoissés. Et si on ne montre pas, si la population ne montre pas qu'elle est déterminée, qu'elle est derrière justement des parents victimes de ces choses-là, bah, à quoi ça sert de se battre? Moi, je me battrai toujours, même seul. Ce n'est pas un souci. Gwenaëlle peut compter sur moi. Mais moi, j'en appelle aux gens qui nous regardent. Parce que beaucoup de gens se mobilisent pour des babioles ou des broutilles ou des choses qui n'ont pas de légitimité. Mais là, c'en a vraiment une. Donc, quand Gwenaëlle décidera de refaire une marche blanche, d'abord, j'espère que je pourrai être là, venir, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de gens responsables et aussi peut-être des politiques. Parce qu'à aucun moment, je n'ai vu un seul politique lors de la marche blanche
concernant Gwenaël et Denis. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert les politiques? Ça sert à faire des shows devant la télévision, aller inaugurer un hôtel, faire un vin d'honneur? Non, c'est d'aller justement au cœur du sujet. C'est de montrer qu'on a véritablement de l'empathie vis-à-vis des gens que l'on représente. Et là, il n'y a rien. Je ne vous accuse pas, les politiques, mais c'est un véritable manquement de votre part. Maintenant, concernant l'évolution du dossier, je ne peux pas violer non plus le secret de l'instruction, mais bon, Gwenaël a défloré le sujet et évidemment, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle expertise judiciaire qui a été demandée par la partie adverse. On va voir ce qu'elle va donner, cette expertise. Évidemment, nous redemanderons une requalification des faits et nous nous battrons pour ça. Et d'ailleurs, je crois même que si les faits ne sont pas requalifiés, nous rentrerons dans un conflit total avec la justice, dans le sens qu'il est possible qu'on refuse le procès. Que l'on refuse le procès, parce qu'on n'acceptera jamais une justice au rabais. Jamais. Donc, il faut se préparer à un combat difficile, mais ce combat, il sera possible que si vous soutenez Gwenaël, aussi bien humainement que financièrement. Je sais que c'est dur pour tout le monde, que l'argent, ce n'est pas facile. Après, surtout cette crise du Covid qui risque de faire perdre des emplois aux uns et aux autres. Mais je pense que dans un esprit d'humanité, chacun peut apporter une petite part pour la soutenir et l'aider, ne serait-ce déjà pour qu'elle puisse offrir une dalle décente pour son fils au cimetière de Saint-Cas. Voilà. J'étais un petit peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'être synthétique. Je reprendrai la parole, mais je crois que il faut comprendre la souffrance de Gwenaël. Et pour elle, je sais la souffrance qu'elle endure. Chaque jour est une lutte, parce que beaucoup de parents auraient baissé les bras, et peut-être pire encore. Donc, moi, elle me donne une leçon de vie, comme beaucoup de gens m'ont donné beaucoup de leçons dans la vie. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'être là. Ceux qui ont des moyens, aidez-la financièrement. Ceux qui n'ont pas les moyens, aidez-la humainement. Venez la soutenir. Si elle fait une marche blanche, venez nombreux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, merci beaucoup Philippe. Tu n'as pas été trop long, je trouve juste que les paroles étaient… Enfin, bon, voilà, c'est Maître Deval. Je vais revenir justement sur ce que Maître Deval vient de me dire. En fait, je connais Gwen, je vais parler pour moi, je connais Gwen depuis pas très très longtemps, à vrai dire, mais depuis presque une année maintenant. J'ai rarement rencontré, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, hein, mais des femmes d'une force aussi incroyable et impressionnante que Gwen. Et moi, je trouve que c'est une femme juste exceptionnelle. Vous gagnerez tous un jour à pouvoir la rencontrer, à pouvoir lui parler. Parce que elle est capable, elle, aujourd'hui, avec ce qui lui est arrivé, de vous apporter plus de force que vous allez être capable de lui en donner. Mais elle a besoin de se nourrir de votre… elle a besoin de se nourrir de vous et de votre soutien pour conserver cette force qu'elle a en elle. Et juste pour ça, rien que pour ça, ça devrait être une des premières choses pour laquelle vous devriez rejoindre Gwen sur les marches qui sont faites. C'est voilà, juste ça. Gwen, pour en revenir à ça, qu'est-ce que toi tu pourrais espérer maintenant, de façon générale, j'ai envie de dire, que ce soit par rapport au procès, par rapport à tout ce qui pourrait se passer là, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais avancer, je vais pas dire sereinement parce qu'on peut pas avancer sereinement, mais qu'est-ce qui ferait que tu pourrais avancer déjà un peu plus dans la vie demain? Déjà, ce qui pourrait m'aider, c'est que l'expertise qu'on attend soit dans notre sens et qu'on soit enfin arrivé aux assises
et qu'on puisse condamner ce jeune homme. Et ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse pas avoir son nom. On est obligé de l'appeler K, ça c'est horrible. Il faut que son nom soit dans les journaux, il faut qu'on sache qui il est, il faut qu'on voit son visage. Parce que pour le moment, il est anonyme, il est dehors, il continue à faire ce qu'il fait. Il est réputé pour être violent, donc il peut il peut retuer quelqu'un, et ça, je ne supporterai pas que ça recommence. Excuse-moi pour la question qui va être bête, certainement celle qui vient, mais comment tu fais pour ne pas être animé par justement de l'animosité et de la violence, toi, aujourd'hui? Ah, ça, alors là, je ne sais pas, j'en ai eu tout au début. Au début, j'ai eu envie, je sais où il habite. Je le connais, je sais où il habite. Il y a le meilleur ami de mon fils qui habite à 300 mètres de chez lui et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est obligé de faire une main courante parce que ce jeune vient se promener en face de chez lui avec sa famille en souriant, en le narguant, alors qu'il ne le faisait pas avant. Mais maintenant, monsieur se promène en face de chez lui. Et j'ai eu des moments où j'ai pensé, oui, prendre la voiture et je sais qu'il a une moto. Et j'ai eu envie d'aller le shooter avec la voiture, si on peut dire comme ça. Et puis, je me suis dit que j'avais un second fils, Cédric. Il a 20 ans, il a besoin de moi. Et je ne peux pas me permettre d'aller en prison et de le laisser tout seul. Et pour Denis n'aurait pas voulu ça, il n'était pas violent. Donc, Il y a plein de messages qui arrivent sous la vidéo, d'ailleurs, sous le live. D'ailleurs, la cagnotte Litchi vient d'être mise là par, je pense que c'est Romain qui a fait ça. D'ailleurs, je salue toute l'équipe qui n'est pas bonjour. présente, mais qui pense, je te l'ai dit tout à l'heure en off, Ouais. ils sont tous derrière toi, ça c'est une certitude. Mais j'ai plein de messages de soutien, encore certainement des gens que tu connais, peut-être des gens que tu connais pas. Mais ce qui nous intéressait ce soir, c'était surtout de pouvoir toucher des gens qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissaient pas finalement l'histoire de Denis. Ce qui est bien dommage parce que ça a fait les gros titres quand même, il faut le dire. Et pourquoi, Gwen, pourquoi justement cette affaire, cette histoire n'a pas eu autant de retentissement que d'autres? Alors, je pense que c'est à cause des médias, mais les médias journaux, par ici en tout cas, je ne vais pas citer les noms, mais les gros médias journaux ont fait des titres, au lieu de dire que Denis était agressé, ils ont dit qu'il y avait eu une bagarre, une rixe au CFA. Et je pense que déjà, à la Marche Blanche, il n'y a pas eu du monde à cause de ça, parce que les gens, quand ils entendent bagarre et rixe, j'ai eu des réflexions qui m'ont dit, bah oui, c'est normal. Quand il y a une bagarre, il y en a toujours un qui ne se relève pas. C'est normal, d'accord. Donc, Ouais. je vais me répéter, mais allez-y, continuez à partager cette vidéo au maximum, tous ceux qui regardaient là, parce qu'il faut vraiment que ce soit vu partout, cette vidéo. On sait qu'on arrive à faire beaucoup de vues sur EMD Média, mais véritablement, là, je vais vous demander un petit effort supplémentaire. C'est pas grand-chose, mais c'est juste de cliquer sur le bouton partager pour qu'on voit un maximum cette vidéo. Et pour toi, c'est vraiment ça, c'est le début, les titres qui ont fait que il n'y a pas eu ce retentissement finalement médiatique qui aurait dû avoir. Et finalement, le retentissement médiatique aurait pu faire que les choses seraient passées différemment sur le procès. Oui, je pense, oui. Je pense que s'ils avaient changé les gros titres, qu'ils avaient mis un élève a été agressé à son CFA, ça aurait changé que Rix et bagarre. D'ailleurs, c'est la procureure qui avait dit Rix et bagarre aux journaux. Et ça a tout changé. Et je ne veux pas te faire dire des choses que tu n'aurais pas dit, mais moi, je vais le dire finalement, peut-être à ta place. On entendrait par là que la justice n'aurait pas son autonomie et ferait peut-être en fonction d'une certaine pression publique ou une pression politique, finalement. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais je pense que ça joue. Oui. Non, mais, en plus, je vais mettre un petit peu de sourire là-dedans, mais là, quand je viens de dire ça, il y a Maître Deveul qui est juste en dessous, qui m'a regardé avec des yeux noirs. Je pense que je vais prendre un coup de pelle juste après, mais c'est pas grave. Un carton. Non, mais alors, du coup,
Est-ce qu'on a des dates là maintenant pour les prochains événements de justice? Est-ce qu'il y a des dates par rapport au... La seule date qu'on ait, c'est le résultat de l'expertise qui devrait arriver 28 août, mais certainement repoussé à cause des vacances. Maintenant, j'ai pas d'autres renseignements dessus. Peut-être que Philippe Deveul en a. Moi, j'en ai pas. Alors, Maître Deveul, justement, par rapport à ce que je viens de dire, je sais que j'ai été un petit peu rude dans mes propos, mais est-ce que véritablement la presse, les médias peuvent avoir finalement une incidence sur les résultats d'un procès? Alors, c'est la grande question. D'ailleurs, c'est la question, le thème qui a été posé par l'actuel ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui était mon confrère, mais il s'est omis du barreau, donc il n'exerce plus, mais ça reste toujours un confrère honoraire pour le moment, en disant oui, la justice, ça ne règle pas par médias interposés. Il faut savoir d'abord la première chose, c'est que la justice fait partie du pouvoir et on la considère par la Constitution de la Ve République comme l'autorité judiciaire, qui doit être indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Alors évidemment, il y a beaucoup d'interférences dans cette séparation du pouvoir, étant donné que le parquet est nommé directement par le ministère de la Justice, qui dépend en direct du ministère de la Justice, donc il y a une certaine indépendance qui est voilée, qui est fausse, qui est faussée. Il faut savoir aussi que les juges du siège peuvent être favorisés par tel ou tel pouvoir selon leurs incohérences avec tel ou tel parti politique ou telle personnalité politique. Jusque-là, tout va bien. Séparation des pouvoirs avec le législatif, je suis désolé, les juges appliquent les lois qui sont votées par le Parlement. Donc, c'est une séparation des pouvoirs très altérée. Mais le plus important, c'est que la justice, les juges, rendent la justice au nom du peuple de France, au nom du peuple français. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que je demande cette mobilisation des gens, pas des médias, mais des gens déjà. Parce que si vous êtes nombreux à soutenir Gwenaëlle, si vous manifestez à ses côtés, si vous montrez que vous êtes en masse derrière elle, les choses risquent de changer. Parce que cette justice, elle doit être rendue en votre nom, pas au nom du juge, pas au nom de l'instruction, pas au nom du parquet. Et maintenant, pour entrer dans le cœur de la question, est-ce que les médias, ce n'est pas les médias qui vont rendre la justice, mais les médias sont un relais du mécontentement populaire, sont un relais de l'injustice, sont un relais, donnent l'information. Parce que imaginez que ce soit arrivé à M. Le Drian, à un fils de M. Le Drian. Pensez-vous que le procureur aurait dit, mais monsieur le ministre, vous savez, votre fils, il est mort de violence avec 8 jours d'ITT, mais Le Drian aurait dit, mais mon coco, je vais te faire demain, tu vas recevoir une lettre de délocalisation, on va te mettre à un autre endroit, tu vas comprendre ta douleur. Mais Gwenaëlle, elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle a le pouvoir de se défendre avec la dernière force. Elle a le chagrin en elle, elle a les larmes. Donc, quand elle m'a mandaté pour la représenter, l'assister, elle m'a donné un immense honneur. Parce qu'évidemment, j'appartiens à une profession de notable. Évidemment que j'ai une part de médiatisation dans les différents dossiers, les affaires, les événements qu'il y a eu. Et je mettrai tout mon poids pour la défendre. Donc, oui, les médias peuvent aider à faire surgir la vérité, à faire surgir la vérité des faits et que les gens, le peuple français, parce que la justice est rendue au nom du peuple français, eh bien, c'est grâce aux médias que le peuple français pourra dire quelque chose. Et pas, si vous voulez, dans les salles feutrées des prétoires. Bien sûr qu'il y a le droit, et je suis pour le droit. Et d'ailleurs, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Le pot de terre, c'est nous, et le pot de fer, il est en face. C'est la justice qui refuse de reconnaître les faits, la réalité des faits. Et ça, c'est scandaleux. Alors, c'est à l'avantage de la défense de la partie adverse, certes. Mais moi, je pense à la victime. Je pense à celle qui a perdu la vie de son fils pour l'éternité. Et c'est là où je dis, c'est au peuple français de réagir.
parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Voilà. Ça a le mérite d'être clair et on le comprend. Je pense que les gens avaient quand même intégré ça de toute façon. C'est vrai que plus on va parler, enfin, je vais vous prendre un exemple simple, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais je crois que c'était en 1971, le premier procès la première plaidoirie de Maître Halimi pour défendre deux jeunes filles contre trois hommes. Marie-Claire Chevalier. Marie-Claire Chevalier qui s'était faite avorter consécutivement à un viol. Et ça a été le premier fait d'armes de ma consoeur Gisèle Halimi, qui évidemment était une avocate très engagée, très progressiste. Très médiatisée pour le coup, cette affaire. Oui, parce qu'à l'époque, l'avortement était puni par la loi. Et Gisèle Halimi était de ces femmes qui combattaient pour le féminisme, pour la liberté de la femme d'avorter. Et c'était des dossiers qui faisaient grand bruit à l'époque. L'homosexualité aussi était frappée sous le coup de la loi. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Et d'ailleurs, même à cette époque, la femme ne pouvait pas avoir un chéquier à son propre nom. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Alors, chacun il trouve sa lutte dans les lois sociétales. Mais bon, je ne vais pas m'engager sur le débat de fond. Mais si on veut parler du combat de Gisèle Halimi, elle a laissé une trace dans le monde de gauche. Elle a évidemment aidé Madame Veil à faire passer cette loi sur la légalité de l'IVG. Ensuite, par la suite, du remboursement de l'IVG. En 81, elle va s'engager en politique apparentée socialiste dans l'Isère où elle sera élue députée. Et puis après, elle va s'écarter un petit peu de François Mitterrand pour se rapprocher de Jean-Pierre Chevènement et de Badinter. Et elle aura un rôle d'ambassadrice auprès de l'UNESCO. Et elle aura aussi une autre vie d'écrivain. Elle écrira des livres et aura une vie très, très remplie. Donc voilà, elle est partie à un bel âge. Elle était de la génération de mon père. Mon père la connaissait en tant qu'avocat. Il avait été avocat 30 ans avant d'être magistrat 20 ans par la suite pour finir sa carrière, 50 ans de vie de juriste. Donc il y a un peu de passage. Mon père n'est pas interféré dans ma profession puisque je suis devenu avocat après sa disparition. Et souvent, je pense beaucoup à lui, quoi, en tant que l'homme qu'il était, que l'avocat qu'il était et le magistrat trading qu'il était. Et rien ne me fait plus plaisir lorsque je vais au tribunal et que je rencontre un assesseur du procureur ou un adjoint du procureur qui connaissait mon père. Ah, vous êtes le fils de Guy? Je dis, bah oui, c'est moi. Ah, bah oui, c'est vrai, il y a une certaine ressemblance, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais je me souviens de mon père qui me parlait de Gisèle Halimi, sa consoeur. Et voilà, je veux dire, la vie tourne, le temps passe. Ils étaient nés presque à 2 ans près à la même année. Je crois qu'elle est née en 1927, mon père était né en 1929. Et voilà, c'est une période qui passe. Et j'aurais souhaité que mon père eût la même longévité que Gisèle Halimi. Merci beaucoup Philippe. Je vais poser juste après une dernière question à Philippe, parce que bon, vous le savez forcément, le MD Média, ça reste quand même une chaîne d'actu et je ne peux pas faire sans poser cette question à Philippe parce que je l'ai sous la main ce soir. En attendant, Gwen, déjà j'ai 2 choses. La première, c'est que je voudrais vraiment te remercier, te dire merci. Peut-être que je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi après, mais vraiment merci. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais te laisser 2-3 minutes EMD Média pour dire ce que tu as à dire si on a oublié des choses surtout. Je te laisse l'antenne ouverte et puis le direct ouvert. Non, ben oui, je voudrais dire aux gens que oui, s'ils peuvent nous soutenir sur la cagnotte, vraiment qu'ils le fassent parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des pouces, des cœurs, des petits smileys. Je sais qu'ils me soutiennent, mais à côté de ça, il n'y a pas le geste qui est derrière.
Et je ne demande pas beaucoup, il n'y a pas de minimum, ils mettent ce qu'ils veulent. Hein. Je ne demande pas qu'ils se ruinent. Et sinon, je voulais dire que ce matin, j'ai regardé une vidéo de la maman d'Adrien Pérez. Et ça m'a mis vraiment en colère contre la justice d'apprendre qu'au bout de 2 ans, il y a un de ces assassins qui va ressortir et qui était simplement en détention provisoire et non pas arrêté. Et je ne voudrais pas ça de l'assassin de mon fils, en tout cas. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose tous ensemble, les victimes d'agressions. Il faut qu'on crée une association et je vais me lancer là-dedans. Avec des amis, on va faire une association pour les victimes d'agresseurs parce qu'il faut vraiment que la justice arrête de les relâcher. Il y a toujours des récidivistes et puis on les remet et puis ils ressortent et puis ah bah mon Dieu, il a tué quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas continuer. Il faut les mettre en prison et qu'ils ne ressortent pas. Elle m'a fait, mais cette vidéo, j'en ai pleuré. Comme j'ai pleuré le jour où notre président Emmanuel Macron a dit que ce n'était que des incivilités. J'étais dans un état de tristesse et de colère en même temps quand je l'ai écouté. Parce qu'on ne peut pas dire incivilité quand il y a un mort. Voilà, Merci beaucoup. Ça me met en colère tout ça. C'est compréhensible. Et merci en tout cas. Merci vraiment encore, Gwen, de venir comme ça devant pour EMD Média, devant du monde en direct, exprimer des choses qui sont franchement pas faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux t'assurer de notre soutien total de l'équipe de MD Média. On va partager, je l'ai dit, on va partager les cagnottes, on en parlera. Et puis, on va se donner rendez-vous de toute façon dans un autre média d'ici une quinzaine de jours, sur un autre média d'ici une quinzaine de jours. Enfin, que je peux citer d'ailleurs, ce sera Radioactive. Et on fera une interview par téléphone pour savoir s'il y a des choses qui ont avancé et surtout s'il y a des choses qui sont prévues. Si ça te va, bien sûr, Gwen. OK ? Ouais, ça me va. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et votre aide. Merci beaucoup. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Maître Deveul, je change un peu de sujet, mais l'occasion était trop belle d'avoir Maître Deveul ce soir. Il fallait que j'en parle, bien évidemment, parce que mes collègues le savent, je fais très attention à tout ce qui se passe en politique. Du moins, j'essaye de faire attention à tout ce qui se passe en politique. Et puis, la surprise, elle est tombée il y a quelques jours de voir, comme tu l'as indiqué il y a quelques minutes, Maître Dupond-Moretti rentrer comme dans le gouvernement comme garde des Sceaux. J'aimerais aussi avoir ton avis par rapport à Maître Dupond-Moretti. Alors, je connais personnellement, on s'est croisés plusieurs fois au Palais de Justice, on s'est salué, je pense qu'il me connaît de réputation. Bon, évidemment, la sienne était bien plus présente par rapport à la mienne parce que j'ai embrassé le barreau plus tardivement que lui. Je suis quand même un petit peu plus jeune que lui, pas beaucoup, mais quelques années. Je connais des relations de la famille qui le connaît personnellement pour ses hobbies. Je vais ouvrir mon cœur, j'ai beaucoup de respect pour le travail d'avocat qu'il a fait en termes qu'avocat pénaliste pour défendre des cas difficiles, pour sortir justement des gens de la pesanteur de la loi pénale, de la justice pénale. Très bien. On l'appelle acquittator, c'est une très bonne chose. J'ai été invité au mois de décembre par une amie à voir sa pièce de théâtre. Et j'ai eu du plaisir à regarder sa pièce de théâtre. Et ce que j'ai dit à mon ami, c'est que je suis d'accord avec mon confrère à peu près à 90%. Il y a 10% que je ne cautionnais pas. Mais ces 10% pèsent lourd, en fin de compte. Ces 10% pèsent lourd parce que, évidemment, il critiquait beaucoup le rôle des médias dans les affaires judiciaires, etc. Mais moi, je pense à une chose, c'est que, évidemment, un dossier ne se règle pas devant les médias. Et les médias ne sont pas juges et ne sont pas partis. Ils relatent les faits.
Mais là où je remercie les médias, c'est qu'ils peuvent aider des cas désespérés. Ils peuvent aider des cas qui en valent la peine. J'ai le souvenir, pour mon dossier, justement, de victimes de terrorisme, je me suis battu à ce que mes victimes de terrorisme du Bardo ne soient pas des numéros. Parce que la première conversation que j'ai eue avec elles, j'ai dit, vous savez, mesdames, vous êtes victimes de quelque chose de très injuste, de très violent, mais malheureusement, dès qu'il y aura un prochain attentat, vous ne serez plus qu'un vague souvenir. Et donc, j'ai dit, on a un angle, une fenêtre possible d'ouverte pour qu'on parle de vous et que vous fassiez connaître en tant que personne et non pas qu'une victime parmi tant d'autres. Et heureusement, parce qu'il est vrai qu'il y a à peu près 5 ans maintenant, c'était en 2015, j'ai pu donner une identité par les médias à mes victimes, qui d'ailleurs n'ont pas reçu justice pour autant, parce que leur affaire ne dépendait pas de la justice française, mais de la justice tunisienne. Mais je peux vous dire que pendant de nombreuses années, j'ai entretenu justement un dialogue avec les autorités tunisiennes grâce aux médias. Parce qu'à aucun moment, les autorités politiques tunisiennes n'ont souhaité me rencontrer ou rencontrer, d'abord mes victimes ou d'une manière très formelle, très lointaine, très éloignée des soucis, des contingences qu'elles pouvaient avoir. Mais ça a été pour moi un grand soutien. Et je remercie les médias qui ont travaillé sur le dossier, sur le fond du dossier, pour donner des éléments qui pouvaient amener à la manifestation de la vérité. Donc, quelque part, je suis pour que les médias se saisissent d'affaires criminelles pour trouver des solutions, pour donner un support aux victimes, parce que, vous savez, les victimes, si elles se sentent supportées, c'est une aide considérable. C'est mieux que l'isolement et le sentiment d'être oublié, d'être seul. Et c'est pour ça que beaucoup de victimes peuvent succomber au suicide. Donc, je crois que les médias doivent jouer un rôle positif. Alors évidemment, parfois, il y a des médias qui plongent dans des pièges médiatiques faits, instrumentalisés par les partis. Ça arrive, il y a eu le cas récemment. Mais d'un autre côté, les médias peuvent donner un soutien déjà aux victimes. Le fait d'en parler, le fait d'honorer, de commémorer, ça peut être très utile. Et je ne serais pas complètement négatif à ce que justement on puisse parler sans rentrer dans le secret du dossier, sans délivrer des actes du dossier. On peut parler des faits, c'est public. On peut parler des façons dont les personnes ont été attaquées et des façons dont elles en sont décédées. Donc, pour moi, ça pose pas un problème d'éthique à ce niveau-là. Puis après, je retourne sur les propos de Dupond-Moretti, et c'est là où je suis en total désaccord avec lui. C'est sur le fait, alors là où je suis d'accord en tant qu'avocat, c'est que toute personne, même la pire des crapules, a le droit à une défense. Mais il y a eu des choses qui m'ont choqué, étant donné que je suis dans le camp opposé, dans le contradictoire. Je suis dans le camp, moi j'ai épousé les victimes, le cas de défense des victimes de terrorisme, des victimes de la vie comme Gwenaël, du sort, de mauvais sort de la vie. Et ce que je n'ai pas accepté, c'est qu'il ait dit qu'il était honoré d'être l'avocat d'une victime complice de terrorisme, le frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah. Et ça m'a choqué, parce que autant on peut dire qu'on est fier d'être la victime d'une personne faible qui est innocente, mais autant, parce qu'il a été condamné en appel, autant je me méfierais et je m'épargnerais le fait de dire je suis honoré ou fier de défendre quelqu'un qui est reconnu coupable par la justice de notre pays. Justice que l'on rend au nom du peuple français. Donc, là, je n'étais pas d'accord sur cette expression. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est sur le retour des djihadistes qui ont la nationalité française et ils demandent leur rapatriement au nom du droit, des symboles, etc., de ces gens qui sont reconnus coupables dans des pays tiers, de les faire revenir en France pour qu'ils échappent à la peine de mort. Moi, je vais vous dire, j'ai aucune compassion pour des gens qui ont décidé de rentrer en guerre contre notre pays, notre civilisation, et en plus de surcroît qui en ont la nationalité. J'ai aucun complexe avec ça. Vous savez,
en Asie, on dit qu'il y a des tigres de papier, mais il peut y avoir aussi des Français de papier. Donc, de dire que ces gens-là doivent revenir au nom du symbole, des grands principes, non, parce qu'il y a de fortes chances que ces gens récidivent sur le territoire français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, de terroristes qui sont sortis, même des complices dans des dossiers qui sont en cours, qui étaient en détention provisoire, qui sont sortis au bout de 2 ans et demi parce que telle est la loi. Donc, si vous voulez, moi, je pense au drame. Je pense au drame et je pense au sort que peuvent subir les prochaines victimes. Et c'est ça le rôle d'un politique. C'est pas dire bah, le droit, c'est beau, c'est bon pour tout le monde, etc. C'est un choix. On est libre de défendre cette option-là. Mais non, moi, je suis dans le concret. Et je pense, je suis en totale opposition avec lui. Et je crois que la politique du gouvernement, avec un ministre, à mon avis, de l'Intérieur, qui a un mauvais casting, parce qu'on peut être présumé innocent, mais le fait d'être présumé innocent, c'est pas bien parti pour être ministre de l'Intérieur où vous commandez 200 000 hommes, 100 000 hommes de gendarmerie et 100 000 hommes dans la police nationale, dans un climat qui est explosif aujourd'hui en France. C'est pas raisonnable. Et en plus, il dit je vais faire une guerre à l'islamisme politique, alors que le ministre de la Justice veut faire revenir des djihadistes qui ont été impliqués dans des massacres à l'étranger pour les refaire revenir en France. Il y a une totale contradiction. Et moi, en tant que citoyen et en tant qu'avocat, je trouve ça sidérant. Voilà. Alors, oui, j'ai de l'admiration pour Éric Dupond-Moretti, pour son ton, pour sa force. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, mais je suis vraiment aux antipodes de ses positions en matière de droit et en matière de respect du droit. Et pour moi, le rôle du politique, c'est plutôt de défendre les victimes plutôt que les accusés, parce que les mises en cause bénéficient de très bons avocats. Et il y a plein d'avocats qui se font un plaisir de défendre des mises en cause de toutes sortes. Moi, je fais un choix. J'ai ma clause de conscience. Je pense que des affaires que je refuserai et des affaires, évidemment, que j'accepte. Je sais aussi que dans mes affaires, j'ai des gens qui sont mis en cause, mais je pense que ceux que j'accepte sont des gens qui sont victimes d'un système, bien souvent. Mais personnellement, après ce que j'ai vécu personnellement, en tant qu'avocat, menacé de mort, avocat menacé de mort par les terroristes, de la souffrance que j'ai vue de mes victimes de terrorisme, parce que j'ai des victimes françaises, italiennes et d'autres, je ne pourrais pas accepter de défendre quelqu'un qui est décidé au nom d'une religion de donner la mort à des innocents. C'est dans mon ADN, ça fait partie de ma clause de conscience. Voilà. Donc, je répète, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence, tout le monde a le droit à une défense, mais je pense qu'il y a aussi les valeurs des hommes, valeurs morales, valeurs philosophiques, même les valeurs spirituelles, qui font que parfois, il y a des causes que personnellement, je ne pourrais pas défendre. Et dernier mot pour la fin, cagnotte ou pas de cagnotte, on sera là, on défendra Gwenaël, quoi qu'il arrive. Ben voilà, c'est le plus beau mot de la fin. En tout cas, on va de toute façon les partager parce que il faut de l'argent, ne serait-ce, je vous rappelle juste une chose qui pour moi est l'une des plus importantes parce que je le sais différemment, mais moi aussi, comme Philippe, j'ai perdu mon papa très très jeune et que vous savez, une pierre tombale, c'est pas grand-chose, mais c'est juste un minimum de respect pour nos défunts. Et je pense que ça servira de toute façon à un moment donné. Elle en a besoin de cet argent-là, Gwen. Donc, la cagnotte, elle va tourner. Même si vous mettez 5 €, 10 €, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ça, j'avais longtemps que je ne l'avais pas sorti, celle-là, mais je l'ai placée. Je suis fier de moi, dites donc. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Allez-y, mettez quelque chose sur la cagnotte. Moi, c'est promis, je vais le faire de toute façon. Elle le saura, donc elle pourra vous le dire, hein, mais je vais le faire, c'est sûr. Et je voudrais remercier Philippe d'avoir passé vraiment cette heure avec nous. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps. C'est vraiment très, très sympa. C'était un plaisir. C'était un plaisir.
un plaisir de t'écouter surtout. C'est voilà, c'est un régal, comme à chaque fois. Je voudrais remercier Gwen pour tout plein de choses, déjà d'avoir pris le temps aussi d'être avec nous ce soir. Et puis, voilà, je te le redis, je te remercie pour ce que tu dégages, parce que tu m'impressionnes. À chaque fois que je te vois, je suis impressionné par par ce petit bout de femme. Voilà, c'est juste un bonheur, parce que dans la douleur qu'elle vit, elle est capable de nous apporter quand même voilà, de la force, encore une fois. Donc, merci beaucoup, Gwen, et on va se retrouver bientôt, d'ici une quinzaine de jours, sur Radioactif. C'est promis, ce sera une interview par téléphone. Merci à tous les deux. Continuez à partager la vidéo, n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes dans cette vidéo qu'il faut absolument que vous entendiez, qu'il faut absolument que vous écoutiez. Et puis, allez-y, aidez Gwen et soyons présents. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté financière, si vous ne pouvez pas, il y a des marches blanches, il y a des marches, il y a des rassemblements qui sont effectués. Allez-y, rapprochez-vous, ça fera toujours du bien au cœur. Si vous ne pouvez pas mettre d'argent, ça fera toujours du bien au cœur, donc allez-y. Il y aura les informations sur la page EMD Média, donc abonnez-vous à EMD Média, on vous donnera toutes les infos. Excuse-moi Ben, mais si les gens veulent savoir toute l'histoire, ils peuvent aller sur la page Facebook Justice pour Denis 22. Exactement, voilà. Donc il y aura plein de pages. Il y a les textes, il y a les vidéos, et il y a à chaque fois ce qu'on va faire. On dit quelle date, quelle heure, et on prévient les gens. Voilà. Voilà, c'est super. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je vous souhaite une excellente soirée. Protégez-vous du soleil demain. Ça va chauffer en Bretagne. Il ne fait pas chaud que partout ailleurs. Chez nous aussi, je peux vous dire qu'il fait très, très chaud. On peut vous le dire avec Gwen, on est en voiture toute la journée, mais il fait chaud dans les voitures. Donc, protégez-vous, buvez beaucoup d'eau. Faites attention à vos anciens. Arrosez-les s'il faut. Vous savez, les retraités. Prenez un arrosoir, arrosez-les, ça va leur faire du bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye à tous. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Gwen. Merci. Salut. Merci, au revoir.